Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur Public Sénat pour une émission spéciale consacrée au débat budgétaire. Les discussions autour du projet de loi de finances 2026 battent leur plein au Sénat. Depuis jeudi dernier, la majorité de la droite et du centre revoit de fond en comble la copie fiscale du gouvernement. Et en parallèle, l'examen du budget de la sécurité sociale a repris à l'Assemblée et son avenir est plus qu'incertain. Y aura-t-il un budget à Noël? Rien n'est moins sûr. Pour analyser cette situation politique et parlementaire complexe aux conséquences majeures, je serai accompagnée toute cette émission par Alexandre Poussard. Bonjour Alexandre, avec de très nombreuses réactions politiques à votre micro. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Frédérique Puissat, bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains de l'Isère, vous êtes membre de la Commission des Affaires sociales. À côté de vous, bonjour Emmanuel Capus. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants de Maine-et-Loire. Également avec nous Pascal Savoldelli, bonjour. Bonjour. Sénateur communiste du Val-de-Marne. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Kozik. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de la Sarthe et je précise que vous êtes tous les trois vice-présidents de la Commission des finances. Alors je le disais, la majorité de droite et du centre du Sénat dit souvent qu'elle est contre les hausses d'impôts, Alexandre, mais dans ce budget, elle prévoit quand même quelques efforts pour les Français. Et oui, Tam, puisque depuis une semaine, les sénateurs examinent la première partie du projet de loi de finances, c'est-à-dire la partie qui concerne les impôts. Et effectivement, le Sénat a voté des mesures d'effort demandées aux Français par le gouvernement dans ce budget. Un exemple, exceptionnellement pour l'année prochaine, l'impôt sur le revenu des Français ne sera pas ajusté pour amortir le choc de l'inflation. Le Sénat a voté cette mesure d'effort, mais en excluant la première tranche de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les Français les plus modestes. Et puis la Haute Assemblée a aussi voté une hausse d'impôt pour les retraités les plus riches, en abaissant à 3 000 € le montant maximal qu'ils pourront déduire de leurs revenus imposables chaque année. Il s'agit de ce qu'on appelle l'abattement fiscal de 10% pour chaque retraité. Ça valide les impôts pour les Français, mais pas pour les entreprises, Alexandre. Ah non, la majorité de droite et du centre du Sénat a supprimé la hausse d'impôt exceptionnelle sur les sociétés prévue par le gouvernement pour les grandes entreprises qui réaliseraient des bénéfices. Une surtaxe qui devait rapporter 4 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Mais pour les sénateurs de droite, il ne faut pas aggraver l'incertitude économique actuelle avec cette surtaxe exceptionnelle. En revanche, les sénateurs ont voté une hausse d'impôt pour les géants du numérique américains, notamment pour Google, toutes ces plateformes américaines qui monopolisent le trafic sur Internet et qui tirent d'importants revenus publicitaires des contenus qu'elles hébergent. Merci beaucoup Alexandre. On vous retrouve tout au long de cette émission. Frédérique Puissat, on l'a vu, le Sénat approuve certains efforts demandés aux Français, mais s'est opposé à des mesures phares de la copie gouvernementale, par exemple en restreignant la taxe sur les holdings, ou encore en s'opposant sur la surtaxe sur les entreprises qui est censée rapporter 4 milliards d'euros. On peut se le permettre dans le contexte budgétaire, Frédérique Puissat, 4 milliards d'euros? Écoutez, on est d'abord dans un contexte économique où on doit aussi préserver notre outil de production. Et c'est ce qui nous guide au travers les différents amendements qu'on peut porter, et en l'occurrence au travers la suppression qu'on a pu faire de cet article. Je pense qu'on est quand même dans un contexte économique, on en parlait ce matin à la commission sociale, on a un chômage qui repart à la hausse. On tangenterait éventuellement sur l'année 2026 les 8%. Je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent. Et du coup, préserver l'outil de production, c'est à un moment donné ne pas, pardon du terme, mais matraquer fiscalement les entreprises. Et c'est l'équilibre que nous essayons de trouver au travers les différentes positions que nous avons au sein du groupe Les Républicains et de la majorité du Sénat. Thierry Kozik, vous n'êtes pas étonné par cette position de la droite sénatoriale, ne pas vouloir matraquer les entreprises, redonner de l'air aux entreprises, ça ne vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas, on est quand même dans un contexte politique particulier où on sent qu'il y a une guerre picrocolline qui anime le débat parlementaire autour du budget. Du côté de les LR de l'Assemblée nationale et du Sénat sont dans la surenchère permanente. Et aujourd'hui, on sent que la majorité sénatoriale est dans la revanche. Et l'objectif, c'est simplement aujourd'hui, il n'y a plus qu'un mot à la bouche, faire baisser les dépenses au détriment des classes moyennes et ne surtout pas mettre à contribution les entreprises. Vous pensez que du côté de la droite sénatoriale, c'est quoi? C'est quelque chose d'idéologique? Elle est solide sur ses appuis. Vous savez, ça fait 8 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. La politique de l'offre à laquelle la majorité sénatoriale a adhéré dès l'origine, puisqu'en fait, elle a soutenu ces mesures dès 2017 et dans la continuité. Et donc, clairement, on le voit aujourd'hui, elle n'a plus qu'un mot à la bouche, c'est préserver les entreprises et les très riches au détriment des classes moyennes
et populaire. Emmanuel Capus, votre position par rapport à cette première partie, car vous iriez encore plus loin, vous ne voterez pas, vous voudriez encore moins de taxes, vous êtes encore plus libéral que LR finalement. Bah oui, moi je le trouve extrêmement gentil avec la majorité. Il y a plein de taxes que vous avez oubliées. La grande majorité des taxes ont été maintenues. Contribution différentielle sur les hauts revenus, taxe sur les holdings, elle a été réduite. Elle a été réduite. Elle a été maintenue. L'assiette de l'impôt sur la fortune improductive a été élargie. Taxe sur les rachats d'actions, taxe sur les réseaux sociaux, taxe sur le numérique, taxe sur le gaz, taxe sur les croisières, taxe sur les carburants, taxe sur les cartes grises. Il y a plein d'impôts nouveaux qui ont été créés, que vous n'avez pas cités. Donc moi, effectivement, vous avez raison. Moi, je considère qu'on a laissé passer beaucoup trop de hausses d'impôts. Et contrairement à Thierry Kozik et à Pascal Savoldelli, qui ne s'est pas encore exprimé, mais qui s'exprime souvent en séance, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup trop de recherche de recettes par l'impôt et pas assez de recherche de baisse des dépenses publiques. Ça peut se comprendre quand même, la recherche d'impôts supplémentaires dans le contexte de déficit dans lequel nous sommes. Et bien sûr qu'il faut rechercher, ce qui est important, c'est de chercher un équilibre, un budget équilibré, mais nous pensons que ça n'est pas, dans la situation actuelle des entreprises, vous avez vu que ce matin, on a appris quand même que Brandt n'était pas en très bonne santé. Si on veut réindustrialiser notre pays, si on veut soutenir notre économie et nos entreprises, ça n'est absolument pas le moment de continuer à les matraquer fiscalement, comme l'a dit Frédérique Puissat. Là-dessus, on est d'accord. Je pense qu'on ne va même pas assez loin. Pascal Savoldelli, qu'est-ce que vous répondez à la majorité sénatoriale qui estime que la copie gouvernementale, pas celle forcément que vous voudriez, est en train de matraquer les entreprises et qu'il y a taxe sur taxe qui figure à l'intérieur, y compris dans ce qui a été adopté par le Sénat? Excellente question. Je suis venu partager avec vous les données. Voilà à quoi on assiste depuis de 2006 à 2022. Vous avez un schéma qui est assez simple. Vous avez cette courbe-là, c'est les aides publiques aux entreprises. Vous avez cette courbe-là, c'est l'action sociale, c'est-à-dire l'emploi, la famille, la pauvreté, l'exclusion sociale et notre produit intérieur brut. Donc, et les aides aux entreprises, c'est notamment les fameux 211 milliards qui ont été comptabilisés par la commission d'enquête sénatoriale. Vous avez tout à fait raison. Par exemple, les 75 milliards d'exonération des cotisations patronales pour la sécurité sociale, la santé et la vieillesse. Ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment, il y a un débat entre la majorité sénatoriale et puis les différents groupes de gauche au Sénat. Mais on est sur une trajectoire qui date depuis aussi plus longtemps que ça, avec une responsabilité évidente du président Macron et des différents gouvernements que vous avez des fois soutenus, vous avez participé à ces gouvernements. Et vous aussi moi pas, en tout cas pas pour les communistes, on ne peut pas nous taxer de ça. Mais ce n'est pas trop ça le sujet. C'est qu'on commence avec deux éléments qui sont à mon avis extrêmement importants. C'est que 8% des Français soutiennent ce budget. C'est du jamais vu ça. C'est une situation inédite. Vous voyez la fracture. Donc on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Et on a, issu de l'Assemblée nationale, un budget qui nous est donné ici au Sénat, dont nous débattons depuis jeudi, où un seul parlementaire l'a voté. Vous voyez, ça veut dire... Non, et il a même dit que c'était peut-être une erreur. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'ici, on ait le débat et qu'on confronte nos analyses, nos propositions. Moi, je pense qu'il y a une alternative à ce budget. Chacun ici va... Mais il faut bien qu'on comprenne dans quel contexte on est. De crise de défiance des institutions, des politiques, dans une situation... Un budget... On ne peut pas faire comme si rien n'était. Alors, il y a des ajustements, il y a... Vous voyez, les collectivités territoriales, il y a eu un effort qu'on a fait ensemble. Le débat est actuellement... Non, mais vous voyez, on a fait un effort ensemble sur les collectivités territoriales pour soustraire de moitié l'effort demandé par le gouvernement. Et moi, je viens de recevoir là tous mes maires du Val-de-Marne. J'ai 47 maires. Je vous le dis, j'en ai 32 qui sont ou de droite ou apparentés de droite. Et 15 de gauche. Ils écrivent tous ensemble que ça ne va pas. Donc, vous voyez qu'on pense bien l'ampleur du débat. Vous nous dites de faire contexte, je fais contexte. Mais c'est l'un des rares sujets, j'allais dire, le sujet des collectivités, sur lequel vous pouvez trouver assez facilement un compromis, parce que dans cette Chambre, la plupart des parlementaires sont pour réduire l'effort qui a été demandé aux collectivités. C'est très loin d'être le cas pour le reste. Sur le reste,
chacun est encore bien sur des positions et un certain affichage politique, Frédérique Puissat. Non, on a des débats et effectivement, on se confronte sur un certain nombre de sujets. Alors, bon, les caricatures des histogrammes qu'on peut brandir, faut quand même toujours qu'on s'en méfie parce que derrière, il y a quand même des réalités économiques, il y a des comparaisons européennes, on est dans un marché qui est ouvert. En l'occurrence, au niveau de nos entreprises, on a des entreprises qui peuvent effectivement travailler avec d'autres pays européens et on doit avoir aussi un coût du travail qui soit le plus bas possible. Ça fait aussi partie des débats sur lesquels on n'est pas toujours d'accord, mais en tout état de cause, c'est une réalité auquel on se confronte. Je voudrais juste revenir sur les propos de mon collègue Causier qui dit qu'on est dans la revanche. Ce terme est un peu affectif et je le dis, il me choque. Non, on est dans les convictions. Nous avons des convictions. Nous, notre conviction, c'est d'avoir un budget sincère, c'est celui de la majorité sénatoriale, et de tenir la trajectoire sur laquelle on s'est engagé au niveau européen. Alors effectivement, ça nécessite des débats, ça nécessite quelques équilibres, mais la vraie incertitude, et je partage en ce sens les propos de mon collègue Salvodelli, c'est comment on va atterrir. Et je pense que là, autour de la pièce, sauf peut-être notre collègue socialiste, puisque j'ai vu qu'il avait des très bons rapports avec le Premier ministre, mais personne ne sait comment on va atterrir. On l'évoquera. Au niveau du PLFSS et du PLF. Oui. Donc ça, c'est la vraie incertitude qu'on partage tous, je pense. Oui, Thierry Cosic, c'est vrai. En tout cas, ce que l'on entend sur ce plateau, c'est que cela montre de fortes divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le budget. On parlera tout à l'heure du budget de la sécurité sociale, mais on se dit quand même que ça va être très difficile de vous mettre d'accord et de se mettre d'accord avec l'Assemblée nationale, n'en parlons pas. Ouais, écoutez, entre un budget à l'Assemblée nationale qui n'est pas allé au bout, donc c'est le texte du gouvernement qui sort, et le texte du Sénat qui est le musée des horreurs. On a parlé du musée des horreurs pour le texte gouvernemental. On arrive sur un budget des super horreurs. Mais comment est-ce qu'on sort des super horreurs? Parce que Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de sujets qui restent ouverts pour la CMP, mais je suis quand même très, très inquiet sur la suite. Il y a un moment, il va falloir... Nous, on a cherché un compromis, on a fait des ouvertures, on a fait des propositions, notamment pour mettre à contribution les plus grandes fortunes de ce pays, que ce soit les entreprises ou les très riches. Aujourd'hui, on n'est pas entendu du côté de la majorité sénatoriale. Je suis quand même très inquiet sur la sortie sur le PLF. Oui, vous êtes très, très inquiet. Emmanuel Capus, vous n'y croyez guère non plus? Si, moi j'espère. Il faut que chacun défende Vous allez ses commencer convictions. en décidant de ne pas voter la première partie quand même. J'ai pas encore dit ça, moi. Je dis juste qu'il y a peut-être beaucoup d'impôts et que effectivement, j'aurais préféré qu'il y en ait moins. Et qu'à ce titre-là, il est possible de s'interroger sur le fait d'accepter cela et de voter la première partie. Mais j'espère qu'il y aura une CMP conclusive. Ce qui est certain, c'est que c'est pas en abdiquant toutes nos positions qu'on va arriver en position de négocier correctement. Effectivement, moi, je ne suis pas allé à Matignon discuter de mes revendications avec le Premier ministre. Nous, on a des positions. On a parfois les mêmes avec la majorité sénatoriale, notamment la suppression de la surtaxe IS, c'était un amendement que j'avais déposé et que le rapporteur général avait déposé. Là, on est en ligne. Sur d'autres points, j'ai dit très clairement, je pense qu'on aurait dû aller plus loin, supprimer plus d'impôts. Pourquoi? Parce que je pense que la solution viendra de la baisse de la dépense publique, pas de la hausse des impôts. C'est pas ça. C'est-à-dire, c'est mathématique. On ne peut pas rembourser 170 milliards de déficit par la hausse des impôts. C'est techniquement, financièrement pas possible. Et ce, d'autant plus que les hauts contribuables, les grands contribuables qui payent déjà beaucoup, tous les Français, et particulièrement ceux qui payent beaucoup d'impôts, n'ont pas la capacité aujourd'hui de payer plus d'impôts. Allez, on va aller faire un tour. Salle des conférences, on va rejoindre Alexandre, votre première invitée, et la sénatrice socialiste de l'Ain, c'est Florence Blatrix-Contat. Bonjour Florence Blatrix-Contat. Bonjour. Alors Emmanuel Capus le disait tout à l'heure en plateau, la majorité de droite sénatoriale a quand même validé plusieurs hausses d'impôts, que ce soit une contribution pour les hauts revenus, la taxe sur les holdings, également une taxe sur les géants du numérique. Est-ce que ce ne serait pas quand même la base possible d'un compromis avec les socialistes qui demandent une fiscalité plus juste ? Écoutez, j'ai pas la même vision de vous que vous des hausses d'impôts. Je crois que la majorité sénatoriale a vidé le texte du gouvernement justement de ses principales hausses d'impôts. Le bilan, c'est environ 6,5 milliards de moins de recettes à l'État, enfin au moment où nous discutons. Et vous évoquiez la taxe sur les holdings, son rendement était prévu à 900 millions d'euros, je crois. La base a été complètement vidée par le Sénat
Aujourd'hui, c'est à peine 100 millions d'euros. Sur la contribution sur les hauts patrimoines, vous savez, qui est l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, devenu impôt sur la fortune improductive. Avec une assiette élargie, Avec comprendra les crypto-monnaies, les yachts de luxe. Oui, mais avec une assiette élargie, mais qui enlève les biens immobiliers mis en location notamment, et avec un rendement de 600 millions de moins. Donc, c'est quand même 600 millions de moins pour le budget de l'État. Et comme je vous l'indiquais, sur ces premiers articles, in fine, c'est 6,5 milliards de moins pour le budget de l'État. Donc, c'est complètement inacceptable. La copie du gouvernement a été aggravée. Encore, mon collègue Thierry Kozik le disait, c'était le musée des horreurs avant d'arriver au Sénat. Et là, c'est nettement pire et c'est purement inacceptable. Donc vous débattez, on le rappelle, jour et nuit depuis quelques jours de ce budget. Quel est l'état d'esprit au Sénat? Est-ce que vous diriez que finalement la droite sénatoriale ne prépare pas un éventuel compromis politique avec l'Assemblée nationale en examinant ce budget? Non, on a une droite sénatoriale qui est dans une posture complètement différente du précédent budget. Il faut dire qu'elle était dans le gouvernement, qu'elle en est sortie par la petite porte. Et là, on voit une majorité sénatoriale très dure qui veut revenir sur toute hausse d'impôts. On a eu hier un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui indique que les au patrimoine contribuent proportionnellement moins que les autres et qu'il y a des pistes pour avoir une taxation plus efficiente des hauts patrimoines. Donc ça, je pense que c'est un consensus et c'est là que la majorité sénatoriale ne se rend vraiment pas compte, qu'elle ne comprend pas qu'il y a une vraie injustice aujourd'hui dans la fiscalité et dans la taxation, notamment des plus riches. Merci beaucoup, Florence Béatrix-Contat. Merci beaucoup, Alexandre. Votre réaction, Frédérique Puissat? Vous voyez réagir pendant l'interview de votre collègue Florence Béatrix-Contat. Je trouve déjà que la majorité sénatoriale qui ne comprend pas, excusez-moi de vous le dire quand même, mais je suis un peu choquée d'abord de ce principe-là. Ensuite, simplement vous dire que nous ne serions pas dans la recherche de compromis. Mais excusez-moi, chacun son rôle. Nous avons une majorité. Permettez-moi de vous dire que nous sommes la seule chambre avec un président du Sénat et une majorité qui sort des budgets. Nous avons sorti en 2025, nous sortirons en 2026. Avec effectivement, je le disais, une sincérité et un respect de la trajectoire. Parce que ce qui est important, et on y reviendra aussi sur le PLFSS, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a tiré le trait. Et nous, une fois qu'on a tiré le trait, on souhaite effectivement être au rendez-vous de nos engagements européens. Et nous y serons. Alors effectivement, vous voyez, quand vous dites il y a des impôts, il y a encore des impôts. D'un côté, on dit il n'y a pas assez d'impôts, de l'autre côté, on dit il y a trop d'impôts, etc. Il y a toujours eu des impôts dans un budget. Toujours. En tout cas, nous, notre logique, et elle est bien en ce sens-là, conforme à ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire qu'on doit baisser la dépense publique, c'est certain. Par contre, dans notre pays, il y a des impôts, c'est certain. Et ces impôts, on les vote systématiquement dans tous les budgets. Et ceux-là, on les a votés aussi. Voilà. Pascal Savoldelli, qu'est-ce que vous répondez à la majorité sénatoriale qui dit être dans une position de responsabilité puis d'affirmation en fait politique de vos positions? Je sais pas. Chacun son rôle. Non, faites pas la réponse à ma place, soyez sympa. Et d'ailleurs, mes collègues le font pas. Ce que je veux vous dire, c'est que là, il y a un problème de choix politique. L'impôt, c'est qui le paye. Et le problème qu'on a dans notre société et sous différents gouvernements, c'est le coût qu'a le capital et le coût qu'a le travail. Et ça a traversé alors nos débats. Et nos collègues de la majorité sénatoriale ont voté contre toute une série de dispositions. La taxe unitaire sur les multinationales, 18 milliards de recettes de moins pour l'État. Je voudrais parler de choses énormes qu'on n'a pas vraiment affrontées. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à la fois, il y a un débat et nous sommes opposés sur un certain nombre de choix politiques et économiques, mais on a esquivé des problèmes énormes. Je regardais en venant ici, en vous rejoignant ensemble, 9 milliards d'euros vont passer d'une génération à une autre dans les 15 ans qui viennent, dans le cadre de l'héritage. Et les recettes des droits de succession dépassent à peine les 15 milliards par an. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas un gros mot, le capitalisme, c'est dans le dictionnaire. On est passé d'un capitalisme qui était dans l'économie, dans la productivité, dans une économie qui produisait des services, qui nous faisait avoir des filières qui étaient compétentes sur la souveraineté de la France. On est passé, excusez-moi de le dire, à un capitalisme de rente et de patrimoine. Il y a des gens en France qui sont titulaires des plus grandes fortunes, en France et de par le monde,
qui ne travaillent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne font que jouer sur la spéculation, les mouvements de liquidité, etc. Et qu'il y ait des patrons, oui, qu'il y ait des profits, oui. Mais vous voyez, il ne peut pas y avoir de l'argent qui est neutralisé alors qu'il est issu du monde du travail. Et ça, c'est un débat. C'est pareil avec les niches du trade, c'est les 211 milliards qu'on a eu avec la commission d'enquête, avec Olivier Reitman, qui est du LR, et Fabien Gay du PCF. On n'a pas vraiment abordé cette question la journée. Donc j'en viens toujours, moi, à ma boussole, et je pense que ça peut être la nôtre, à tous ici. On est en train de travailler dans le respect, avec des arguments, contre-arguments. Les Français, 8% soutiennent ce budget initial. On a un problème. Ce n'est pas qu'on soit majoritaire ou minoritaire, c'est qu'il faut qu'on sorte avec un budget majoritaire pour les Français et les Françaises. Dans ce contexte, en tout cas, et vous y avez fait référence à plusieurs reprises, on a vu le gouvernement qui tente de conclure un accord avec les socialistes qui ont estimé en ce début de semaine que les discussions avancent. Écoutez hier le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Tous les ans, depuis 1958, les parlementaires font voter des amendements dont ils savent très bien qu'ils ne seront pas adoptés in fine et que seul le gouvernement a la main. Eh bien, pour une fois, les parlementaires ont la main. Et donc, qu'ils disent pour chacun d'entre eux ce qu'ils sont prêts à voter. Et prêts à voter, quand on n'a pas de majorité, c'est forcément des compromis. Ça veut dire que ce budget, il ne sera pas celui de la gauche, il ne sera pas celui de la droite. Il sera forcément l'objet de discussions jusqu'au bout et de compromis. Et à la fin, chacun aura à se déterminer par rapport à ces compromis. Thierry Cozic, vous étiez ce lundi au rendez-vous avec le Premier ministre à Matignon. On entend que le premier secrétaire du Parti socialiste pèse de tout son poids pour le compromis, que le Premier ministre est lui-même sur cette ligne, même si ça ne dépend pas d'eux, loin de là, la réussite du budget. Non, clairement. Enfin, aujourd'hui, les socialistes revendiquent le compromis. Je pense qu'il y a un chemin. Il est étroit, parsemé d'embûches. Simplement, ce que je veux dire, c'est que les socialistes ne seront pas la béquille du macronisme. Le Premier ministre est chef d'une majorité, du socle commun, du moins de ce qu'il en reste. C'est aussi charge à lui aujourd'hui de s'organiser pour que, dans ses troupes, le travail soit fait, clairement. Donc il y a quand même un bémol. Je vous dis, il y a une volonté de compromis. Il y a un bémol très clair, c'est par exemple la position d'Édouard Philippe qui dit budget invotable en l'état pour ce qui concerne le budget de la sécurité sociale. Ce n'est pas à moi de juger de ce que dit Édouard Philippe. Je crois que d'ailleurs sur le plateau, nous avons un de ses proches, donc je pense que... Mais la question va lui être posée, ne vous inquiétez pas. Mais je vous dis, aujourd'hui, on n'est pas la béquille du macronisme. Il y a le Premier ministre est chef de la majorité, à lui de prendre ses responsabilités aussi pour convaincre la partie centrale, même si je sens qu'elle est au bord de l'implosion, avec d'un côté une partie qui tend vers le libéralisme pur et dur, et de l'autre une partie centriste qui est plus à même d'aller vers un compromis. Oui, qu'est-ce que vous vous dites? Ça veut dire que pas besoin de tendre la main au gouvernement s'il n'arrive pas déjà à mettre de l'ordre dans le socle commun. Clairement. Emmanuel Capuy, effectivement, Édouard Philippe refuse d'adouber le budget de la sécurité sociale en l'état, ce sont ses mots. Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à faire capoter le budget de la sécurité sociale, le compromis que l'on voit recherché péniblement entre le Premier ministre et la gauche? Non, on n'est pas du tout prêt à faire capoter le compromis. On dit juste, nous avons des convictions. On n'est pas favorable au report de la réforme des retraites. On n'est pas favorable à l'imposition supplémentaire, et notamment à la hausse de la CSG dans le PLFSS, parce que là, on a basculé sur le PLFSS. Absolument. Et donc, du coup, et d'ailleurs, moi, je renverse la question. Si l'Assemblée nationale vote la version que nous avons votée au Sénat, il n'y a pas de débat. Donc, c'est là où en fait, à ce stade, je dirais plutôt l'inverse, à ce stade, en l'état du texte, je ne sais pas où ils en sont arrivés à l'Assemblée nationale, le texte tel que nous l'avons voté au Sénat nous satisfait, nous satisfait les sénateurs. Mais celui promis par le Premier ministre aux socialistes avec la réforme des retraites suspendues, si etc. les socialistes décident de remettre la suspension de la réforme des retraites, de remettre une taxation sur la CSG sur les revenus du capital. Sur les revenus du capital que nous avons enlevé, et ça d'un commun accord, là, il y aura effectivement un problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de compromis. Il y aura peut-être on verra, il y en a d'autres. S'ils obtiennent ça, peut-être qu'ils voteront quand même le texte, les socialistes. Sans ça, vous voulez dire, sans la CSG sur le capital et sans la réforme des retraites? Si jamais nous nous abstenons,
parce qu'il n'y a pas ces dispositions-là. On peut imaginer que les socialistes, eux, le voteront, puisqu'ils seront satisfaits. Si nous sommes insatisfaits, c'est qu'ils sont satisfaits. Parfois, il y a qu'il y ait des gens satisfaits à un moment. Mais c'est vrai que le problème, il est là, hein, c'est que ce sont les vases communicants. Hein. Les insatisfaits d'un côté seront les satisfaits de l'autre et vice-versa. Frédérique Puissat. Écoutez, moi, quand j'entends Olivier Faure, le monde est merveilleux. Hein, ça se passe très bien. On va voir le Premier ministre, on discute. Et comme il est ouvert au compromis, tout se passe bien. Ça se passe tellement bien que le budget n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, je le dis quand même, et qu'Olivier Faure ne l'a même pas voté. Il n'y a qu'une personne qui l'a voté. Oui. Donc ça veut dire qu'on a un vrai sujet. Donc moi, je crois qu'un budget, c'est une affirmation de conviction. Ce n'est pas la recherche d'un compromis, c'est une affirmation de conviction. Nous avons des convictions, nous avons exprimé à travers le PLFSS, on a trouvé une majorité au sein du Sénat pour pouvoir voter ce budget. Et comme le dit mon collègue Emmanuel Capus, ce budget nous convient. Et je rappelle quand même que le musée des horreurs, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, ou des grandes horreurs, je ne sais pas quels propos vous aviez, ou des super horreurs, je rappelle quand même que c'est celui sur lequel on s'est appuyé, en tout cas c'est avec la même majorité que nous avions voté un budget en 2025. Et heureusement qu'on l'avait fait, puisque c'est celui qui est aujourd'hui en place, puisqu'on l'a voté en février 2025, puisqu'on est parti de cette base après la loi d'urgence. Donc, c'était quand même pas tant l'horreur que ça, parce que je n'ai pas l'impression qu'en France, ça soit très chaotique, et c'était un budget qui sortait du Sénat. Pascal Savoldelli, votre avis sur le positionnement de votre collègue socialiste, la façon dont les socialistes tentent de travailler avec le gouvernement en se disant il faut avancer coûte que coûte pour essayer de trouver un compromis avec des choses qui ne vont pas satisfaire toute la gauche, mais quand même certaines, avec les retraites ou bien la CSG sur le capital. D'abord, je ne vais pas répondre qu'à Thierry Cozic. On se répond à tous ici. Moi, je vous le dis de manière très tranquille. Notre travail parlementaire sur la loi de finances, le budget, va être conditionné par le vote du 9 décembre à l'Assemblée nationale. Il faut se le dire ici. Je crois qu'on en est tous conscients. Ce qui est un vrai problème, d'ailleurs. Parce que normalement, on devrait avoir une certaine autonomie, excusez-moi de dire ça, le Sénat par rapport à l'Assemblée. Puis après, à la fin, on retourne vers l'Assemblée si la commission mixte paritaire n'est pas d'accord. On va être très clair on est encadré par le vote du PLFSS. Le 9 décembre, c'est le vote du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, si ça ne passe pas, on peut dire que l'ensemble de la discussion budgétaire est quasiment caduque. Peut-être, si vous me permettez, pour ceux qui nous écoutent, qu'on essaie, parce que les choses ne sont pas toujours si simples que ça. On a soit le gouvernement va revenir sur le 49.3, qui est une possibilité constitutionnelle. Nous allons en parler, oui. Soit le PLFSS. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas le guideline de toutes vos questions. Voilà, excusez-moi. Voilà. Mais soit il va être rejeté. Voilà. Ça va conditionner tout à fait notre rôle. Parce qu'après, s'il est rejeté ou s'il y a le 49.3, il faut se le dire ici, quelle que soit l'opinion des uns et des autres, c'est fini la discussion budgétaire après. Oui, bien sûr. Je veux dire, elle est close. Après, moi, c'est sur le mot compromis. J'entends ça dans tous les sens. Faut s'occuper du budget des Français, quoi. Voyez, parce que sinon, on peut se jeter les choses à la figure. Je pourrais dire à Mme Puissat que Barnier, elle l'a accueilli avec un enthousiasme démesuré quand il était Premier ministre. Mais ça ne sert à rien et ça n'intéresse personne. Mais là, on a bien des budgets successifs, de gouvernements successifs. Il n'y a pas de changement sur le fond et sur la méthode. Donc, compromis, c'est quoi? C'est pas non plus un gros mot, mais il faut dire sur quoi. Et c'est là que vous me dites de réagir. Par exemple, nous n'avons pas, les élus socialistes et les élus communistes, la même appréciation. Voilà, il n'y a rien de grave. La gauche a été au pouvoir, il y avait toujours une diversité et un pluralisme. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais on a un problème. Nous, comme les Français, on pense que ce n'est pas une suspension, c'est un décalage qui n'est pas compris. On n'arrive pas. Voilà, il y a eu un débat. Les Français veulent majoritairement. Vous ne demandez pas et il y en a de droite. Il y en a qui ont voté même à droite aux dernières élections législatives, qui demandent l'abrogation de cette réforme. Après, on est menacé. Non, parce que moi, je veux bien qu'on me dise Emmanuel Capus, Mme Puissat, Thierry Cozic, Pascal Savoldelli, vous débattez, puis après, vous votez. Et j'ai la ministre, j'apprends aujourd'hui que Mme Montchalin me dit hop, si vous ne votez pas le PLFSS à l'Assemblée nationale, je fais par décret les franchises médicales doublées. On n'a pas le même avis, mais ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'on se fait doubler, on est pris en otage. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on a des votes. Le gouvernement essaie de vous couper l'herbe sous le pied. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, mais ça intéresse les Français. Doublement des franchises médicales qui avaient déjà été augmentées la dernière fois, ça veut dire qu'elles vont être augmentées par 4 les franchises médicales. Oui, non, mais c'est pour donner des exemples concrets qu'on parle aux gens
de ce qu'est leur quotidien, leurs préoccupations. C'est ça que je veux dire. Et tout le monde le fait ici. Mais c'est quand même comme ça qu'il faut, à mon avis, attraper le problème. Allez, on continue les réactions salle des conférences. On va rejoindre Alexandre, votre invité, et le sénateur Rassemblement national de la Seine-et-Marne, c'est Aymeric Durox. Oui, Tam, parce qu'on parle beaucoup de la position des socialistes pour obtenir un compromis, mais moins de celle du Rassemblement national. Et Aymeric Durox, c'est aussi parce qu'on a du mal à la comprendre, cette position du Rassemblement national sur le budget. Pas de place à la discussion avec les autres forces politiques pour essayer de trouver un accord et donner un budget au pays ? Ouais, écoutez, je crois qu'on a fait preuve depuis plusieurs mois d'une volonté justement de discussion avec tous les autres groupes. Il faut bien le dire que ce soit à l'Assemblée nationale, Volonté de dissolution surtout. à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est en général les groupes qui ne veulent pas discuter avec nous. On pourrait proposer un amendement pour dire qu'il fait jour à midi. Tous les autres groupes, quand bien même ils diraient exactement la même chose, seraient contre. Donc non, nous on est dans une discussion avec tout le monde, mais en fait, dans cette situation qui est catastrophique aujourd'hui pour la France, c'est exactement ce que nous prévoyons, ce que nous disions depuis 2 mois. La situation n'est pas tenable politiquement, c'est les Français qui en payent le prix, et donc, à court ou moyen terme, il faudra revenir aux urnes. On en est là parce qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de majorité parce que les élections législatives de 2024 ont été en quelque sorte des arrangements, des apparentements entre partis au détriment de l'intérêt supérieur du Français qui voulait une majorité. Et cette majorité, à l'issue du premier tour, elle était claire, elle était pour le Rassemblement national. Alors, on a bien compris que vous voulez de nouvelles élections, mais quels efforts vous faites pour essayer de vous mettre d'accord avec les autres partis politiques pour trouver un compromis, pour avoir un budget à la fin de l'année ? Parce que c'est ça l'enjeu. On a proposé plein d'amendements, on a proposé plein de choses pour baisser les dépenses de l'État. On propose des dépenses évidemment sur le train de vie de l'État avec ses 80 à peu près, comité Théodule dont parlait le général de Gaulle et qui parasite l'action de l'État, sur la contribution nette de la France à l'Union européenne, sur l'immigration notamment, il y a beaucoup de milliards à aller chercher, sur la fraude sociale et fiscale. Tout ce que nous proposons par ce cordon sanitaire qui n'a plus d'ailleurs que le nom, en réalité qui existe de moins en moins, est rejeté. Donc évidemment, la culture de compromis est difficilement tenable dans notre pays, donc il faut une majorité claire parce qu'on n'arrive pas à s'entendre visiblement les uns avec les autres, tout simplement. Et si la France n'a pas de budget à la fin de l'année, est-ce que ça inquiète votre parti ? Il y aura des lois spéciales. De toute façon, on l'avait dit. Donc ça ne vous inquiète pas en fait ? Mais il y aura des lois spéciales qui reprendront malheureusement le budget de l'année dernière, qui reprenait lui-même le budget d'il y a 2 ans. En mode dégradé. Mais avec des impôts en plus pour les Français, et avec une situation qui n'est pas tenable. Et pour un changement véritablement de ligne budgétaire, il faut un changement de majorité. Et ça, seule une majorité claire, incarnée par le Rassemblement national, pourra l'incarner. Parce que, une question précise sur le budget de la sécurité sociale. Vous avez obtenu à l'Assemblée la suspension de la réforme des retraites, le dégel des aides sociales, mais à la fin, vous voterez contre. Le Rassemblement national votera contre ce budget de la sécurité sociale à l'Assemblée ? Ça, je ne suis pas en mesure de le dire. Il y aura peut-être certainement un vote contre, mais ça, c'est encore en discussion. Je crois que Marine Le Pen et Jordan Bardella voient M. Lecornu tout à l'heure, dans quelques instants, à 16h. On verra bien de quoi il ressortira de ces discussions. Du coup, voter contre alors que vous obtenez des victoires sur certains points à l'Assemblée nationale, c'est pas cohérent. On a l'impression que vous misez sur l'échec. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous, on mise sur une majorité, je l'ai dit. C'est pas nous qui avons c'est pas nous qui avons mis la France dans cette situation-là. C'est trop facile de nous remettre et de nous rejeter là sur nous. Il y a une volonté de compromis des socialistes qui, visiblement, ne va pas, trouver de situation viable. Aboutir. Et donc voilà. Dernière question d'actualité, Aymeric Durox sur le Rassemblement national, puisque David Rachlin, le maire RN de Fréjus, a démissionné hier de son poste de vice-président du parti, sous la pression de Marine Le Pen. Je rappelle que David Rachlin fait l'objet d'une enquête pour corruption. Son départ, c'est quoi ? C'est une mesure d'exemplarité pour ne pas salir l'image du RN à l'approche des élections ? C'est lui qui a décidé de ne pas solliciter l'investiture de Appelé par Marine Le Pen. Le matin même a quitté son poste. Mais il n'avait pas sollicité non plus en 2020. Il a décidé de se consacrer à Fréjus. Je crois que c'est une bonne décision pour lui et aussi pour le parti, puisqu'il a dit en effet qu'il ne voulait pas que ces déboires puissent rejaillir sur le Rassemblement national. Donc, grand bien lui fasse. Et puis, je crois que c'est une bonne décision qu'il a prise. Oui. Merci beaucoup, Aymeric Durox.
Merci beaucoup Alexandre. Un point technique, Frédérique Puissat, vous le soulignez, sur le budget de la sécurité sociale, il n'y a pas de loi spéciale possible. La loi spéciale n'existe que sur le projet de loi de finances. L'année dernière, il avait fallu trouver une manœuvre pour pouvoir mettre l'empreinte de la sécurité sociale au sein de cette loi spéciale. Tout à fait, notre collègue se trompe, il n'y a pas de loi spéciale sur la sécurité sociale. Alors s'il y a une loi spéciale sur le budget, c'est une chose, on pourra effectivement continuer à fonctionner, mais à un temps donné, je rappelle quand même que tout ça ne résout pas tous les problèmes de la France. Et sur la sécurité sociale, on a deux soucis. C'est qu'effectivement, comme il n'y a pas de loi spéciale, on peut bloquer le système. Et effectivement, on ne peut plus emprunter à un certain niveau et du coup, on ne pourra plus avoir l'intégralité des dispositifs dont bénéficient les Français au travers du budget de la sécurité sociale, les remboursements de la santé, les remboursements de tout ce qui concerne les enjeux sociaux de notre pays. Et le deuxième problème que nous avons, c'est que mécaniquement, s'il n'y a pas de projet de loi de finances sécurité sociale, ce budget augmente. Donc on creuse les déficits. Je rappelle que l'année dernière, on sort le budget de la sécurité sociale à moins 17 milliards d'euros. Comme on n'a pas eu effectivement de budget de la sécurité sociale, on est arrivé à moins 23 milliards d'euros. Donc là, si effectivement il n'y a pas de budget de la sécurité sociale, on peut tangenter à moins 30 milliards d'euros, alors qu'aujourd'hui, on est à moins 17,5 sortis de la copie du Sénat. On a un vrai sujet sur la sécurité sociale qui est le premier rendez-vous budgétaire. C'est un plaidoyer pour le compromis quasiment, ce que vous venez de nous dire. En tout cas, il faut aboutir. En tout cas, l'objectif, et c'est pour ça que la Constitution a donné au gouvernement des outils, dont le 49.3, et moi j'invite le Premier ministre à utiliser les outils de la Constitution. Tout comme Bruno Retailleau aujourd'hui, le compromis sur les budgets, vous l'avez compris, paraît de plus en plus incertain. Et on a entendu effectivement des voix qui s'élèvent désormais en faveur de l'article 49.3, mais le gouvernement a continué aujourd'hui à dire qu'il ne l'affirmera pas comme il l'a promis avant le début des débats. Regardez. Le Premier ministre a renoncé par lui-même au 49.3. Il a renoncé aussi aux ordonnances, à l'article 47. Le 49.3, je suis persuadé que jamais les socialistes ne voteraient une censure. Donc pourquoi n'utilise-t-il pas ce que la Constitution lui permet de faire pour avoir un budget conforme aux intérêts de la nation? Il faut laisser le débat se tenir. Je suis, moi, convaincue que les députés Les Républicains ont envie aussi de pouvoir s'exprimer devant les Français de par leur vote. Donc au fond, plutôt que le 49.3, qu'ils le votent, ce budget, quoi. Bien sûr. Et donc nous irons au vote, au bout. Ce sera mardi 9 décembre, ce sera une journée importante et les uns et les autres pourront prendre position. Puis les Français regarderont qui a choisi la réduction du déficit et qui a refusé d'avancer vers un budget. Thierry Cozic, on a entendu Bruno Retailleau réclamer le recours au 49.3. On sait que certains socialistes le pensent aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut pouvoir avoir recours au 49.3 plutôt qu'arriver à la situation de blocage qu'on pourrait avoir si tout le monde va au vote? Ce qui est certain, c'est que, et je confirme ce que disait ma collègue Puissat tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument avoir un PLFSS le 9 décembre, d'ici la fin de l'année, sinon c'est le trou noir. Clairement, moi, je prône avec les socialistes aujourd'hui de trouver un compromis pour aller au vote. Dans la Constitution, le Premier ministre peut utiliser un certain nombre d'outils, dont le 49.3. Après, moi, je ne suis pas le Premier ministre. Ce n'est pas le Premier ministre que vous avez face à vous. C'était une promesse faite aux socialistes donc, qui avaient demandé de ne pas avoir recours au 49.3. Notre culture est une culture du compromis. Aujourd'hui, je pense qu'on a plutôt intérêt à trouver un compromis collectivement pour pouvoir avancer. Clairement, moi, je ne revendique pas l'utilisation du 49.3 sur le PLFSS. Je pense qu'il faut aussi que chacun s'assume dans ses choix et qu'on puisse collectivement arriver à ce compromis que j'appelle de mes voeux pour aussi offrir un PLFSS avant l'examen sur le PLF. Mais si tout le monde s'assume et qu'on aboutit au rejet parce que personne ne s'y retrouve... Chacun prendra ses responsabilités. Je crois que c'est aussi important. Voilà. Il n'y a qu'un député qui les a prises jusqu'à maintenant. Oui. Je m'excuse. Emmanuel Capus, votre avis sur le recours au 49.3, on entend de plus en plus quand même de personnalités qui disent qu'il faudrait quand même qu'ils puissent revenir dans l'équation. On a entendu François Hollande, on a entendu Philippe Juvin, Boris Vallaud qui maintenant dit que l'important c'est avant tout le résultat, c'est plus tellement le non-recours au 49.3. Est-ce que ça serait quand même une façon de pouvoir garantir un texte avec une certaine cohérence à la fin et de demander aux uns et aux autres de voter? Et ce n'est pas la même chose de voter sur une motion de censure que de voter un texte budgétaire. On le sait. Je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. On voit bien qu'il y a des situations aujourd'hui de blocage. Moi, je n'ai jamais vraiment bien compris pourquoi le Premier ministre avait renoncé de lui-même à éventuellement parce qu'on le lui avait demandé aussi. Au 49.3, il semble effectivement que les socialistes l'avaient demandé. Je crois comprendre aujourd'hui que les socialistes le demandent moins. Jusqu'à preuve, si je peux me permettre...
jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, les socialistes ne sont pas dans la majorité gouvernementale. Donc il y a un Premier ministre, il a une majorité, à lui aussi de voir avec lui, avec sa majorité, comment il doit se comporter. Enfin, je vous rappelle, les socialistes ne sont pas la béquille du macronisme. Donc voilà. Donc je crois qu'il faut aussi que dans la majorité, chacun prenne ses responsabilités. Il a cette possibilité à lui de décider. Donc moi, ça ne me choquerait pas que le Premier ministre utilise tous les outils que la Constitution du général de Gaulle a prévus. Sur le 49.3, passons ouais, là, c'est un débat passionnant parce que moi, je pense qu'on est sur deux notions importantes. Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est légitime? Et ça doit faire débat entre nous. On a un président de la République qui, en gros, a fait une sorte de doctrine dans « j'ai le droit, donc je fais ». Donc, il a imposé une réforme des retraites qui n'était pas voulue par les Français. Ça a été dit aussi dans cette Assemblée, même par à peu près tout le monde, hein, avec après des visions différentes, mais il a dissous. Là, il met des successions de gouvernements où il met des attendus dès le départ. On est face à une impuissance structurelle. Ce que je veux vous dire, c'est que là, on a un vrai problème du point de vue de la vie de nos institutions et des mécanismes de la Ve République. C'est légal, le 49.3. Il pourrait y avoir les ordonnances. C'est légal. C'est constitutionnel. C'est institutionnel. Ce que je veux dire, mais ça passe pas. Ça fera pas qu'il y aura plus de 8% des Français qui penseront que c'est un budget qui est bon pour eux. Et après, sur la question, j'ai deux choses à dire. D'abord, puisqu'on dit des codes de bonne conduite, pas de polémique entre nous. Moi, vous voyez, c'est pas à Bruno Retailleau, qui a été ministre, de dire le Parti socialiste votera jamais la censure. Moi, ici, j'ai pas de leçon à donner, ni d'ordre à donner à une autre force politique, quelle qu'elle soit. Ni dans la majorité, ni dans l'opposition. On n'a pas commenté ça. Ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Après, on a un débat. C'est là, Mme Puissat et Thierry Cozic nous disent, s'il n'y a pas le vote du PLFSS, on a un trou de 30 milliards. On peut. C'est ça? On peut. On peut l'avoir. Mécaniquement, ça peut on peut l'avoir. Et moi, je vous dis, ce qu'on a raté dans le débat à l'Assemblée et qu'on rate ici au Sénat, c'est qu'il ne s'agit pas de faire une addition trop facile, mais on a effacé 75 milliards d'exonération de cotisations patronales. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, qu'on ne me dise pas, donc on n'est pas d'accord. Oui, non, mais voilà, c'est là qu'il y a un débat démocratique, indubitablement. mais il y a un débat frontal. C'est que moi, on me dit, il va y avoir un trou, on ne va pas s'en sortir. Et moi, j'ai déposé avec mon groupe, et ça a été le cas aussi de mes députés communistes à l'Assemblée nationale, avec d'autres forces, y compris des fois avec toutes les forces de gauche du Nouveau Front populaire, de taxer, de revenir sur ces exonérations de 75 milliards. Non, mais vous voyez, c'est important. C'est pas seulement une affaire de... Personne ne l'a fait ici. Mais c'est pas une affaire de politique politicienne, c'est ça que je veux dire. C'est des choix politiques, des choix financiers qu'il faut mettre sur la table devant les Français. Allez, on va continuer le débat sur ce plateau, mais on va passer par la salle des conférences. Votre invité, Alexandre, est le président du groupe Union Centriste, président de l'UDI, Hervé Marseille. Bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau qui estime que Sébastien Lecornu doit assumer d'utiliser le 49.3 pour sortir de ce blocage parlementaire? Ah mais moi, j'ai pas d'état d'âme concernant le 49.3. 49.3, la non-utilisation du 49.3 résulte d'un choix politique du Premier ministre qui a répondu à une proposition des socialistes. Bon, il a fait le choix de ne pas utiliser le 49.3. Favoriser le débat parlementaire. Oui, pourquoi pas? Ça, d'ailleurs, on a vu qu'il y a eu débat. Pour y avoir débat, il y a eu débat. Et d'ailleurs, on a vu les additions arriver. Ensuite, il faut sortir du débat. Il y a des outils constitutionnels, le 49.3 en est un. Et s'il faut accompagner la conclusion du débat par le 49.3, bon, moi je préfère qu'il y ait une conclusion plutôt que pas de conclusion du tout, parce que ce pays a besoin d'un budget. Et on ne peut pas prévoir l'avenir en se disant que de toute façon, il y a un pansement qui s'appelle la loi spéciale et que c'est un peu comme le baume du tigre, on va mettre ça sur la plaie, puis ça, on verra bien. On n'est plus à quelques milliards près, parce que la loi spéciale, c'est quand même plus d'une dizaine de milliards en termes de coûts. Donc, et puis ça veut dire revenir débattre d'un budget de toute façon en janvier-février.
la belle affaire. Et je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de parlementaires avant les municipales qui aient envie de revenir débattre d'un budget. Alors, un 49.3 pour éviter le blocage parlementaire. Et justement, est-ce que ce blocage parlementaire qui empêcherait d'adopter le budget, il ne vient pas du bloc central, notamment quand on entend Édouard Philippe, les députés Horizon qui disent qu'ils ne votent pas en l'état le budget de la sécurité sociale? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet du côté du bloc central? Non, je pense simplement qu'il y a un débat tout court, et c'est normal que chacun défende ses positions. Et que certains trouvent que dans ce projet de budget, il y ait trop d'impôts et pas assez d'économies. Bon, voilà, c'est une position. Elle n'est peut-être pas partagée par tout le monde, mais ça a été d'ailleurs celle du Sénat. Donc, Édouard Philippe, quelque part, il dit un peu haut ce que beaucoup pensent plus bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gouvernement ne peut pas uniquement débattre avec les socialistes en leur demandant tous les matins ce qu'il peut faire pour les obliger. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Ils étaient légitimes. Moi, je l'ai dit dès la déclaration de politique générale, c'est normal qu'il y ait un compromis puisqu'il n'y a pas de majorité, donc il faut discuter. Maintenant, ça veut dire qu'il faut que tout le monde... Et là, on a l'impression qu'Édouard Philippe ne veut pas vraiment discuter. Non, mais il faut faire un pas de chaque côté, c'est-à-dire qu'on voit bien tout ce qui a été concédé au Parti socialiste. Et il faut savoir maintenant ce que le Parti socialiste est prêt à faire comme concession. Ça ne peut pas être unilatéral. Et donc, sur les impôts, il y a des efforts peut-être à faire. Donc, le dialogue doit continuer. Le dialogue doit continuer. Mais je suis assez optimiste. Parce que je suis sur l'aboutissement du budget? Mais oui, parce qu'au bout du bout, je pense quand même qu'il y a beaucoup de parlementaires qui pensent d'abord qu'il est indispensable d'avoir un budget et ensuite qu'on ne peut pas terminer l'année sur un échec. Parce que c'est pas en début d'année qu'on va trouver les solutions qu'on n'aura pas trouvées en fin d'année 2025. Donc, il faut que tout le monde fasse des efforts, parce que c'est les Français qui nous regardent. Et je pense que ça sera très mauvais pour tout le monde. Ils mettront tout le monde dans le même sac en disant que si on n'est pas foutu de trouver les moyens de conclure pour faire un budget, ça se passera mal pour tout le monde. Merci beaucoup, Hervé Marseille. Merci. Et on retiendra votre note d'optimisme sur l'aboutissement du budget au Parlement à la fin de l'année. Merci beaucoup. Alexandre, vous entendez l'avertissement d'Hervé Marseille, Frédérique Puissat, qui dit il faut absolument aboutir. Ce sont les Français qui nous regardent aujourd'hui. Vous la ressentez, vous aussi, cette forme de pression vis-à-vis du Parlement, condamné à réussir? Disons que par rapport à ce que disait mon collègue Salvodelli, on s'aperçoit effectivement que les Français n'ont pas une lecture très simple des travaux du Parlement ou même de la vie politique ou des institutions en général. Donc au-delà du fait qu'on a besoin... On avouera qu'en ce moment, c'est assez compliqué. Exactement. Et au-delà du fait qu'on a toujours besoin de faire preuve de pédagogie, j'avoue qu'effectivement, et je le dis aussi, on a parfois des prismes qui sont mis, soit d'un point de vue médiatique, soit par certains hommes ou femmes politiques, sur un certain nombre de points qui ne relatent pas effectivement ce qu'est la vie politique et les institutions. Moi, quand j'entends effectivement qu'on a un peu un sentiment qu'à un moment donné, tous les élus ne font pas face à leurs responsabilités, on a quand même des maires qui sont présents dans leur commune, qui assument leurs responsabilités, qui sont capables de faire fonctionner nos collectivités, et y compris, je le dis aussi, on parlait tout à l'heure de 2025, on a quand même bien vécu dans notre pays, on a un système de répartition qui fonctionne bien, on est quand même dans un pays où l'économie va aussi à peu près bien, et si on le préservait, mais je le dis quand même, on s'est engagé au niveau européen à avoir une trajectoire financière. Si on ne se désendette pas à un moment donné, si on ne baisse pas notre dépense publique, on aura un vrai sujet. Donc ce n'est pas l'exercice le plus simple, mais on s'y attelle, et la majorité du Sénat s'y attelle avec le président Marseille. Emmanuel Capus, je reviens un peu sur ce que disait tout à l'heure Pascal Savoldelli. Certes, le 49.3 est un outil constitutionnel qui ne pose pas de problème au niveau juridique, disons, mais il y a quand même un problème de symbole sur ce qu'il a représenté, notamment depuis la réforme des retraites. C'est devenu quand même le synonyme du passage en force, du déni de démocratie. Ça doit être sans doute le seul article de la Constitution que de très nombreux Français connaissent aujourd'hui. Alors moi, je m'inscris mais totalement en faux contre cette idée qui est rabâchée par la gauche principalement, sur le fait qu'on n'aurait pas le droit d'utiliser cet outil qui a été adopté dans la Constitution du général de Gaulle, qui a été validé par référendum, par le peuple français. C'est un outil justement pour éviter les blocages dans lesquels on est. Notre Constitution, c'est quand même un truc qui est génial, c'est qu'elle prévoit quasiment tous les cas de figure où on pourrait être bloqué. Elle prévoit cette possibilité-là. François Mitterrand l'a utilisé, mais 100 fois plus que la droite. Et à l'époque,
comme le dit Frédéric Puissat, il y avait des communistes au gouvernement. Michel Rocard l'a utilisé énormément. Tout le monde l'a utilisé. Maintenant, on n'aurait plus le droit de l'utiliser au moment, justement, où on en a besoin le plus. Donc, évidemment qu'il faut, de toute façon, je veux dire, on ne va pas te raconter de crack. Le PLFSS, il ne peut pas y avoir de loi spéciale. Et il peut y avoir une loi spéciale sur le PLF, mais ça ne veut pas dire qu'on ne votera pas le PLF. Donc, le PLF, on reprendra en janvier. Oui, c'est reculer pour mieux sauter. Les débats peuvent revenir exactement de toute façon, il faudra adopter le PLF. Et l'année dernière, il a été adopté par 49.3. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre réellement solution. Il n'y a pas de baguette magique. Soit les socialistes trouvent qu'effectivement, au final, ils ont tellement négocié avec le Premier ministre que soit ils s'abstiennent au moins ou ils votent le PLF. Ce que je comprends, c'est pas... C'est pas suffisant mathématiquement. Mais c'est pas évident, parce que c'est vrai que traditionnellement, ça veut dire rejoindre la majorité. Bon, et donc je comprends que c'est pas vrai. Mais soit, ça se terminera par un 49-3, et le Parti socialiste semble le demander lui-même maintenant. Oui, plus facile de s'abstenir sur une motion de censure que de voter un budget. Simplement, le recours, si on arrive au 49-3, c'est que le compromis n'a pas été trouvé en amont. C'est-à-dire que les débats parlementaires et l'ensemble n'a pas pu. Donc ça veut dire que le 49.3 risque d'être accompagné d'une censure à un moment ou à un autre. Donc la difficulté est la même. Donc moi aujourd'hui, le non-recours au 49.3 a permis de faciliter le débat parlementaire. Je rappelle quand même que l'an dernier, il avait été dégainé d'entrée de l'examen du PLF. Il n'y a eu aucun débat à l'Assemblée nationale. Là, au moins, le parlementarisme a vécu. Je crois que ça a eu du bon. Et clairement, si aujourd'hui il dégaine le 49.3, c'est que le compromis n'a pas été trouvé et il y a un vrai risque de censure. Et donc que tout s'arrête. Pascal Savoldelli, effectivement, oui, il pourrait y avoir une censure au bout si le 49.3 était dégainé par le Premier ministre. Oui, incontestablement. Clairement. Et après, c'est pour ça que tout à l'heure, ça peut vous paraître lointain, mais quand je vous dis qu'on est dans une impuissance structurelle, c'est pas la question de la légalité. Emmanuel Capus, il a raison, il y a toute une série de batteries de dispositions qui permettent dans notre Constitution d'avancer. Le problème, c'est que c'est ce qui est proposé. Non, je vous le dis avec de manière très apaisée et tranquille, même si ça me préoccupe énormément. C'est que là, on est en train de discuter de dispositifs qui nous permettraient, soi-disant, de débloquer la question d'un budget dont d'aucuns ne peut en revendiquer ni la propriété politique, ni encore moins l'adhésion populaire. Donc on est grippé totalement. Et moi, je vous le dis, et de manière très respectueuse, le président de la République et les différents premiers ministres qu'il a choisis avec les orientations qui ont été définies, c'est légal, j'ai le droit, je le fais, mais il a fracturé la France avec la réforme des retraites. Oui, non mais... Je vous dis ça, et après, il dissout l'Assemblée nationale. Donc c'est légal, bien évidemment. C'est dans le droit du président de la République de dissoudre. Il y a un résultat, il n'en tient pas compte. C'est-à-dire qu'en gros, excusez-moi de le dire sans vraiment de manière très tranquille et respectueuse des uns et des autres, on a des conciliabules, des conclaves entre des gens qui n'ont pas de majorité dans la population. On a des discussions de gens qui sont minoritaires. Un décrochage, vous dites, entre ce que pense la population et un président de la République, moi je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, ça fait 3 ans qu'il nous dit qu'il faudrait qu'il y ait un référendum sur telle ou telle question. Il faudrait demander l'avis aux Français. Pas de référendum, ce qui pourrait être aussi une respiration de l'intervention des Français sur nos choix politiques. Pas de référendum. Après avoir fait des débats citoyens, on l'a vu sur l'écologie, où 80% des propositions qu'ont fait les gens pendant des dizaines et des dizaines de jours ont été balayées. Vous voyez, on est vraiment dans une crise de la démocratie, là. Franchement, je vous dis ça, au-delà après des rapports de force qu'il faut respecter. Il y a un rapport de force, mais là, on est dans une crise terrible, et c'est pas le collègue du Rassemblement national tout à l'heure. Bon, déjà, on a compris, c'est des gens qui conçoivent le pouvoir en étant tout seuls. Ils sont les seuls à avoir la vérité. Mais j'attire vraiment l'attention de mes collègues de droite ici au Sénat. Ils ont déjà un autre groupe à l'Assemblée nationale et ils sont en train d'essayer d'aller sur une conquête d'un certain nombre d'élus et des valeurs de la droite. Et pour moi, la droite et l'extrême droite, c'est 2 choses différentes.
Allez, on va continuer le débat sur ce plateau. Vous parliez de crise de la démocratie, crise de nos institutions et blocage parlementaire. Face à cela, Sébastien Lecornu a proposé la semaine passée la mise en place de débats thématiques, alors que, je vous le rappelle, l'Assemblée nationale a repoussé la partie recettes du budget de l'État. Écoutez-le. On a souhaité avec la ministre des Armées un moment assez particulier de préparation du débat que nous avons souhaité à l'Assemblée nationale et au Sénat dans maintenant quelques jours. Un débat assez exceptionnel parce qu'il sera suivi d'un vote. J'ai pris cette décision notamment en tenant compte du fait que la partie recettes au fond du budget de l'État ayant été repoussée à l'Assemblée nationale, ça n'a pas permis à l'Assemblée d'examiner l'ensemble des crédits de défense et donc de dépenses de manière globale, mais de la défense nationale en particulier. Thierry Cozic, on voit le Premier ministre qui tente toutes les innovations parlementaires pour tenter de débattre des crédits des missions les plus importantes. Un débat 50-1 au sujet de la défense, ça ne remplace pas la discussion des crédits de la défense lors de la deuxième partie du projet de loi de finances. Clairement. Enfin, j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans un artifice, là. Essayez un moment de nous faire dire, et je crois que c'est ça aussi. Regardez, vous êtes capable de vous entendre sur un certain nombre de thématiques. Pourquoi vous n'y arrivez pas sur des textes budgétaires? Aujourd'hui, je trouve que c'est complètement déconnecté du moment que nous vivons, clairement. Frédérique Puissat, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Ça n'a aucune valeur juridique. On va rappeler, l'article 50-1 n'est en rien contraignant. Ça peut avoir une valeur politique? De surcroît, je ne sais pas comment il le met dans notre agenda quand même parlementaire, qui est déjà extrêmement... nous, on attend un certain nombre de textes de loi qui sont embouteillés, et là, on arrive avec deux débats. Non, mais j'avoue que ça nous a tous surpris. Un peu comme une façon, effectivement, comme vous le dites, de dire on va discuter, et peut-être qu'ils vont s'entendre, mais on discute, je veux dire, on a des débats, on en a des débats sur des sujets, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on fait avancer les... C'est pour pallier l'absence de débat à l'Assemblée nationale, ça ne pallie rien du tout. Ça ne pallie rien du tout. On a une constitution, on a un parlement, on a un gouvernement qui détermine et pilote la politique de la nation, et on entend que l'article 20 de la constitution soit respecté. C'est ça notre objectif. Utile ou pas que l'Assemblée nationale puisse se positionner sur la défense, l'agriculture, l'énergie, alors que, pour le coup, le Sénat, lui, va pouvoir débattre des crédits des missions, puisque, on s'imagine qu'a priori, demain, il y aura un vote favorable sur la première partie du projet de loi de finances. Si l'Assemblée nationale a envie de débattre, je dirais qu'elle débatte. Mais enfin, nous, je ne suis pas sûre que ce soit l'Assemblée qui le souhaite. C'est le Premier ministre qui le propose. Je ne comprends pas la proposition. Nous, ça fait 15 jours qu'on est du lundi au dimanche soir, de 9h à 2h du mat, en session, à discuter du PLFSS, puis maintenant, depuis jeudi dernier, du PLF. Et cette nuit, on va sans doute se coucher à 3, 4, 5 heures du mat. Donc pas besoin de rajouter un débat 50-1 si à tout ça. on réussit à voter la première partie, on va débattre de chacun de ces sujets-là, thématique par thématique. Et pour être tout à fait honnête avec vous, au début, je croyais que votre question portait sur les missions du budget. Partie. Parce que nous, on va en parler. Vous allez le faire. C'est notre mission. Et non seulement on va débattre, mais en plus on va voter, on va amender. Donc ces débats-là, on va l'avoir. Et objectivement, Frédérique Puissat a raison, je ne vois pas techniquement où nous, au Sénat, on aurait une minute à caser, pour caser ce débat-là. On ne l'a pas. Et à mon avis, jusqu'au 24 ou 26 décembre. Parce que si on a une loi spéciale, ou même si nos débats débordent, on est parti à fêter Noël au Sénat. Oui, les 22, 23 au moins. Au moins. Pascal Savoldelli, là-dessus, sur ces débats thématiques, on cherche une échappatoire. Je ne sais pas si mes collègues le savaient, moi je l'apprends là, qu'il y avait cette proposition. Moi je l'ai découvert en préparant vous aussi. C'est un artifice. Il y a 2-3 jours. Mais moi je vois ça, franchement, c'est un Premier ministre qui est ultra minoritaire, qui n'est pas légitime par la représentation nationale, et qui essaye de retrouver une fameuse réconciliation avec les Français au détriment des parlementaires. Voilà. C'est une façon de mettre les parlementaires face aux Français. Non, mais franchement, pour mes collègues députés, pour l'ensemble des sénateurs et sénatrices ici, quand on débat du projet de loi de finances de la sécurité sociale, qu'on débat du projet de loi de finances, qu'il va y avoir des votes qui sont extrêmement importants pour les Français et les Françaises, on ne met pas 5 débats -1 où on n'est pas capable d'avoir le courage de poser la question de la confiance. Donc moi, j'invite M. Lecornu à poser la question de la confiance, puisqu'il y a
ces échéances qui se tiennent entre le PLFSS, qui va être déterminant dans le vote mardi, et la suite, nous, du PLF, qui pose la question de la confiance sur un texte. Vous voyez ce que je veux dire? On conçoit que les Français aient le droit de savoir et de pouvoir prendre part à ce débat-là. Mais ce n'est pas des 50-1. Vous voyez, c'est des artifices. Ça, ça fait l'unanimité contre lui, cette proposition de débat. On va rejoindre une dernière fois Alexandre Salle des conférences pour dire un mot de ce qui se passe au Sénat, de ce qui va se passer demain, puisque le Sénat, je le disais, contrairement à l'Assemblée nationale, va sans doute adopter la première partie. Il va pouvoir poursuivre, lui, l'examen de la deuxième partie du budget. Oui, Tam, les sénateurs vont voter demain sur cette première partie du budget de l'État consacré aux recettes, aux impôts, un texte que la majorité de droite et du centre du Sénat a pu profondément remanier. Et donc la majorité sénatoriale devrait valider leur copie pendant le vote de demain et pouvoir attaquer ensuite la deuxième partie du budget consacrée aux dépenses. Et ça, c'est une partie très importante pour la majorité de droite et du centre du Sénat qui souhaite baisser les dépenses publiques. Et elle devrait donc voter des coupes budgétaires supplémentaires qui s'ajouteront au gel des crédits de nombreux ministères qui sont déjà prévus par le gouvernement dans la copie initiale du budget. Alors ce débat au Sénat, jour et nuit, sur les dépenses de l'État, il va nous amener jusqu'au 15 décembre, date à laquelle la Haute Assemblée votera sur l'ensemble de ce budget. Et puis, il s'agira ensuite de trouver un compromis avec l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup. Alexandre, on suivra bien sûr ces débats sur Public Sénat jusqu'au 15 décembre, week-end compris et y compris la nuit. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat et nous, on se retrouve dans un instant pour suivre justement les temps forts des débats autour du projet de loi de finances 2026. Très bonne fin de journée sur Public Sénat.